Donc bonjour, nous sommes le 4 avril 2018. Alors c'est un jour assez particulier et à l'occasion de ce jour, je souhaite citer Martin Luther King dans une lettre qu'il a écrite de la prison de Birmingham le 16 avril 1963 et qui disait ceci: Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Donc je vais vous faire un petit débrief de l'audience du tribunal administratif de Paris. J'avais commencé en fait à faire un fil Twitter pour vous expliquer ce qui s'était passé. Et puis je me suis aperçu que bon, c'était peut-être pas très ragoûtant. Donc du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo sur Periscope en espérant que voilà, elle soit regardée et diffusée et éventuellement commentée. Donc l'audience du 30 mars 2018, je vous le rappelle, c'était une audience pour laquelle le tribunal administratif de Paris devait déterminer euh, quelle décision prendre concernant mon assignation à résidence depuis près de 10 ans maintenant. Donc j'étais à l'initiative d'un référé suspension qui a été auxquels se sont surajoutés progressivement donc plusieurs référés liberté et une question prioritaire de constitutionnalité. Et donc cette audience devait commencer à 9h30 le 30 mars 2018, elle a été retardée d'une demi-heure. Alors on ne connaît pas vraiment la raison exacte de cet ajournement, mais force est de constater que plusieurs mesures exceptionnelles ont été prises pour cette audience. Donc à cette audience, normalement devait figurer la présidente qui s'appelle Madame Anne, qui s'appelle Madame Anne-Gaëlle Mauclerc, et donc cette présidente a été remplacée quasiment au pied levé par Madame Françoise Tastet-Subiel, ou Subiel, je ne sais pas comment se prononce son nom, elle m'excusera si je l'ai écorché. Et donc la présidente du tribunal a été assistée de deux rapporteurs qui sont l'équivalent en fait des assesseurs au niveau du tribunal administratif, qui sont Monsieur Benjamin Romer et Monsieur Laurent Gauchard. Donc la présidente a remplacé Madame Geneviève Mosser pratiquement au pied levé et a rappelé ce qu'on appelle les règles de la police de l'audience. Je vais rajouter un peu de lumière, sinon bientôt vous ne me verrez plus. Voilà, hop, voilà. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? Non. Je vais rajouter un peu plus de lumière. Je m'excuse pour ce petit défaut du direct. Voilà, je reprends donc le fil de ce que je disais. Madame la présidente Françoise Tastet-Subiel ou Susbiel a été assistée des rapporteurs que sont Monsieur Benjamin Romer et Monsieur Laurent Gauchard. Alors, les rapporteurs, en fait, sont au tribunal administratif, ce que les assesseurs sont au tribunal classique. Voilà pour l'explication un peu technique. Alors, je suis désolé, j'ai un matériel vraiment pas super pro. Je vous montrerai après. Vous verrez que c'est quand même un matériel un petit peu bricolé. Mais bon, j'espère que la séquence sera audible et compréhensible. C'est l'essentiel. Donc la présidente a remplacé Madame Geneviève Mosser, je disais, au pied levé, et a rappelé donc les règles de ce qu'on appelle la police de l'audience. En fait, la police de l'audience, c'est quoi? C'est un ensemble de règles comme au théâtre, hein, il y a des règles de bienséance. Et bien, dans un tribunal, quel qu'il soit, y compris administratif, il y a ce qu'on appelle la police de l'audience. Et donc, Madame la Présidente a rappelé au public une partie de ces règles, qui consiste par exemple à mettre en garde donc l'ensemble des personnes qui étaient présentes contre toute intervention intempestive, par exemple le chahut, des huées, éventuellement des applaudissements, voire des mimes. Et elle a également rappelé qu'il était formellement interdit de capter avec n'importe quel matériel électronique ou électromagnétique tout ou partie des débats. Donc tout devait rester confiné dans cette chambre, dans cette grande chambre du tribunal administratif,
où il y avait beaucoup de monde, hein, pour une audience, somme toute, pas très intéressante, puisque bon, il y a des audiences bien plus compliqué, mais là, bon, pour une personne, un individu comme moi, qui n'a pas pu se présenter à l'audience parce que tout simplement le ministère de l'Intérieur m'a interdit de me présenter à l'audience, puisque bah, il essaie d'argumenter que je suis quelqu'un d'extrêmement dangereux et que donc ma présence n'est pas souhaitée. Donc c'est pour toutes ces raisons, en fait, que je n'ai pas pu assister à l'audience, à ma propre audience. Donc du coup, bah, c'est ma femme et mon avocat qui sont partis me représenter pendant que moi, je m'occupais des enfants, de nos enfants, ma femme et moi. Donc elle a parcouru des centaines de kilomètres de son domicile dans le Tarn pour venir me voir ici en Charente-Maritime et repartir ensuite au petit matin à Paris pour être à l'heure à l'audience. Donc la présidente a également rappelé qu'est-ce qu'elle a rappelé? Bah ensuite, en fait, non, elle n'a rien rappelé du tout. Elle a donné la parole donc à la rapporteure publique. Donc la rapporteure publique est au tribunal administratif, ce que le procureur est au tribunal classique, tribunal de grande instance ou autre. Donc cette rapporteure s'appelle Madame Anne-Gaëlle Mauclerc. Et donc, au niveau du tribunal administratif, en fait, la rapporteure publique explique à l'ensemble du public et à la présidente ainsi qu'à ses assesseurs ce qu'elle compte requérir, ce qu'elle compte proposer comme décision. Alors dans 80% des cas, le tribunal administratif eh bien, accepte la proposition du rapporteur ou de la rapporteure. Voilà. Surtout si ce contentieux concerne le ministère de l'Intérieur. Alors là, dans 95% des cas, si vous en prenez au ministère de l'Intérieur, bien le tribunal administratif eh bien, prend rarement des décisions qui contreviennent aux arguments du ministère de l'Intérieur. Donc ça, il faut le savoir. Voilà, donc le premier argument concernait en fait l'inconstitutionnalité de la loi sur laquelle repose l'arrêt du ministère de l'Intérieur. Donc mon avocat a tenté de démontrer cette inconstitutionnalité, donc la rapporteure a rappelé que le Conseil constitutionnel avait différé l'abrogation de la loi donc à une date ultérieure, au 30 juin 2018. En gros, la rapporteure a dit, voilà, le Conseil constitutionnel a pris une décision. Cette décision, effectivement, considère que la loi est anticonstitutionnelle, mais le Conseil constitutionnel a l'immense privilège de dire que cette loi est anticonstitutionnelle, mais il faut toutefois continuer à l'appliquer jusqu'à une certaine date. Donc voilà, c'est un peu une bizarrerie en fait du droit. Et cette bizarrerie, eh bien, date d'une loi qui avait été proposée par Nicolas Sarkozy à son époque, je crois que c'était en 2005, si mes souvenirs sont bons. Voilà, alors j'ai mon téléphone qui est en train de se barrer, donc je le rafistole avec un peu de scotch, et je reviens donc au fil de ce que je disais. Donc la rapporteure a dit que le Conseil constitutionnel avait effectivement censuré la loi sur laquelle se basait l'arrêté du ministère de l'Intérieur, mais que cette abrogation était différée donc au 30 juin 2018, qui n'est pas encore arrivé. Et entre-temps, bien, une nouvelle loi qui a été présentée par un député et un sénateur, donc deux parlementaires du groupe Les Républicains, qui sont pour le député donc M. Jean-Luc Warsmann, pour le sénateur M. François-Noël Buffet. Alors ces deux parlementaires, donc l'un député, l'autre sénateur, ont comme avantage et privilège de faire partie, en fait, d'être en même temps de l'opposition et en même temps de la majorité. C'est ce qu'on appelle les républicains constructifs. Voilà, donc ces républicains constructifs ont un peu sauvé la mise à M. Gérard Collomb,
qui se trouvait dans une situation un petit peu inédite, à savoir qu'il devait changer la loi, mais comme la loi, on n'était pas sûr qu'elle advienne avant le 30 juin 2018, eh bien ces deux amis, puisque François-Noël Buffet, il le connaît très bien, il est de la région lyonnaise, hein, comme lui. Pour M. Jean-Luc Warsmann, je ne sais pas s'ils sont particulièrement complices, mais en tout cas, il est à noter que les républicains constructifs sont venus sauver le soldat Colomb, et donc ils ont concocté une petite loi qui s'est faite un petit peu que dans un checker, quoi. C'est-à-dire, ça, vous pourrez consulter le hashtag PPL du Fossoyeur, hein, pour vous en rendre compte par vous-même. Mais en réalité, donc cette loi est entrée en vigueur le 22 mars 2018. Et bizarrement, elle a servi en quelque sorte de filet entre l'ancienne loi, qui n'est plus applicable puisque le Conseil constitutionnel dit qu'elle est anticonstitutionnelle, et la nouvelle loi qui n'est pas encore arrivée. Mais comme elle n'est pas encore arrivée, le Conseil constitutionnel, dans son immense générosité, a permis à M. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ministre d'État aussi, il a plusieurs portefeuilles, de prendre le temps de réfléchir à une loi qui pourrait mettre tout ça en conformité. Donc la rapporteure a également rappelé que le contentieux devait être jugé au regard de l'application de la loi au 24 novembre 2016. Bah oui, parce que moi, lorsque j'ai saisi le tribunal administratif, donc immédiatement, dès que le ministère de l'Intérieur a pris sa décision donc de me déporter, hein, parce que bon, pour moi, une incarcération, enfin une rétention administrative, plus un déplacement, si on rajoute les deux, plus un pointage, plus un confinement de nuit, plus une surveillance rapprochée de plusieurs gardes mobiles la nuit et de 2 gardes mobiles la journée pendant près de 2 mois, ça s'apparente quand même à une déportation. Alors bien sûr, les mots ont un sens, hein. Vous verrez tout à l'heure que Mme Pascale L'Église n'appelle pas ça une déportation. Mais comment elle appelle ça? Je ne me rappelle plus du mot, mais on y reviendra. En fait, voilà, le ministère de l'Intérieur a décidé de me déporter de Carmaux dans le Tarn vers Saint-Jean-d'Angély dans la Charente-Maritime. Distance 460 km. En prime, je gagne un pointage supplémentaire quotidien, donc un couvre-feu entre 21h et 7h du matin toutes les nuits, et puis une garde rapprochée pendant près de 2 mois, donc de jour comme de nuit. Bien sûr, une garde armée. Et puis, immense privilège, donc c'est 7 policiers du RAID qui m'escortent de Carmaux, un dimanche matin, jusqu'à Saint-Jean-d'Angély. Voilà. Donc, à cette date, donc le 24 novembre 2016, enfin un peu plus tard, puisqu'en fait l'arrêté a été signé le 24 et j'ai été déplacé le 27. Mon avocate de l'époque, Maître Marie Dosé, que vous avez pu voir s'illustrer dans le procès de Tarnac, aux côtés de sa cliente Madame Hildune Lévy, avait déposé un référé suspension auprès du tribunal administratif, et donc ce référé suspension a ensuite été renforcé par plusieurs référés liberté et une question prioritaire de constitutionnalité par mon actuel avocat, donc maître Bruno Vinet. Voilà, donc en résumé, la nouvelle loi Warsmann-Buffet qui est entrée en vigueur depuis le 22 mars 2018 ne s'applique pas encore. Elle n'est pas applicable puisque l'arrêté a été pris le 24 novembre 2016, donc il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Et la nouvelle loi en devenir, que M. Gérard Collomb doit constituer avec les parlementaires, donc les députés et les sénateurs, puisque comme vous savez, un projet de loi gouvernementale va faire la navette parlementaire, bon, à moins bien sûr qu'il y ait des circonstances un peu particulières, puisqu'on a vu que la majorité actuelle a tendance à user et abuser des ordonnances. Donc peut-être que effectivement, cette loi, donc le projet de loi qu'on appelle PJL, Asile et Immigration, la nouvelle loi qui va définir
comment la France va se comporter avec les demandeurs d'asile et avec ce qu'on appelle les migrants, enfin les étrangers en gros, enfin tous ceux qui n'ont pas d'âme, quoi, pour faire vite. Eh bien, cette loi est en cours de fabrication. Et d'ailleurs, ça a commencé aujourd'hui. La fabrication a commencé aujourd'hui, puisque d'abord il y a la commission des lois avec un rapporteur qui va nous expliquer comment la loi va se mettre en place. Puis il va y avoir une navette parlementaire entre l'Assemblée nationale, le Sénat. Il y a éventuellement 2 passages, mais c'est possible que cette loi, étant donné les circonstances, soit écourtée, qu'il y ait un seul passage. Enfin bref, on devrait avoir une loi théoriquement avant le 30 juin 2018, et éventuellement ça déborderait après le 30 juin 2018. Tout ça dépendra du contexte un peu particulier, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Alors ensuite, le second argument qui a été abordé par la rapporteure, c'est l'inconventionnalité de la loi, sur laquelle repose l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Donc le premier argument, c'était que la loi ne respectait pas la Constitution. Le second argument, c'est que la loi n'est pas conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, c'est un peu plus grave, parce que, comme vous le savez sans doute, un traité international, donc ici c'est un traité européen, la Convention européenne des droits de l'homme c'est un traité international, eh bien a une force, a une puissance, a une valeur supérieure au droit national. Et là, tout le monde a été surpris parce que la rapporteure a qualifié cet élément de cœur de l'argumentation de mon avocat, ce qui est effectivement le cas, mon avocat ne le conteste pas. C'est le seul accord, parce que la loi française est clairement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Pour les mêmes raisons d'ailleurs retenues par le Conseil constitutionnel. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas cette bizarrerie qui consiste à différer la décision, malgré la non-conformité de la loi. C'est-à-dire qu'une loi qui est inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel peut dire, bon ok, elle est anticonstitutionnelle, mais je vous laisse un peu de temps pour la rendre constitutionnelle, et puis entre-temps, il y a des députés, des sénateurs qui sont très constructifs, qui sont tellement constructifs, qui déconstruisent les conventions, les lois, les règlements, etc., et puis qui proposent une loi pour faire le filet. Bon, alors pourquoi pas? Bon, ils vont me faire chier pendant combien de temps là? Bon, je suis désolé, c'est pas évident. Lorsqu'on fait un périscope, ouais. Bon, lorsqu'on fait un périscope, tout le monde se met à appeler, envoyer des messages, des textos, etc. Et puis ça fait planter, bien sûr, la diffusion. Bon, voilà, on arrête, on fait un stop, on fait un petit break et on reprend tout à l'heure.